Ah, ça marche. Je suis sûre que le micro il marche, donc c'est Iman arrive. Bonjour. Donc tout le monde est là, Iman? On est sûr, tout est bon. On va nous faire signe ensuite. On attend encore une minute, c'est ça? C'est le lieutenant-colonel qui arrive. D'accord, il arrive. Ah, d'accord. Donc je vais vous parler à vous, mais je crois que c'est ça, c'est 300 personnes qui est à distance. On verra, enfin, en fonction des connexions. On va attendre qu'ils nous rejoignent. C'est la deuxième fois que je fais cet exercice et je trouve que dans l'amphi, c'est mieux que dans la salle 1 et 2. Je dis ça à nos collègues de la direction EducFi. Encore faut-il qu'ils soient disponibles. Je fais attention à ce que je dis, il ne faut pas qu'ils ouvrent le micro. Donc. On peut commencer parce que... Alors, je ne sais pas si nos collègues là-haut nous entendent. C'est bon? Vous me faites signe quand je peux me lancer. Enfin, je vais essayer. Bonjour à tous et à tous. À toutes et à tous, pardon, ma langue commence à fourcher, c'est pas un bon signe. Je vous remercie à tous et à toutes de votre participation à cette séquence d'ouverture de la semaine de l'éducation financière en France. À vous tous qui êtes à distance, mais aussi aux personnes qui sont devant moi en présentiel. Alors, comme chaque année, et pour moi ce sera la seconde, ici devant vous, la Banque de France se mobilise très fortement à l'occasion de cet événement qui est célébré dans plus d'une centaine de pays sous l'égide de l'OCDE. Alors pourquoi? Eh bien parce que, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, la Banque de France a été désignée par les pouvoirs publics en fin 2016 opérateur national de la stratégie française de l'éducation financière. Alors, dans le cadre de cette mission, notre objectif, c'est de transmettre à tous, et j'y reviendrai, des informations neutres, pédagogiques et gratuites pour répondre aux problématiques financières, budgétaires de tous nos concitoyens. Dans le cadre de cette action, nous transmettons bien sûr des connaissances, mais nous proposons aussi beaucoup d'outils, et on y reviendra plus tard, et nous souhaitons surtout, et vous verrez qu'avec le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, de susciter des réflexes pour que chacun puisse prendre ses décisions de façon autonome et de manière éclairée. Et c'est ça qui est important. Alors nous nous adressons, comme je vous le disais, à tous les publics, jeunes, actifs, retraités, enseignants, travailleurs sociaux, mais aussi à tous nos collègues. On s'adresse aussi à tous nos concitoyens qui sont en situation de vulnérabilité et de fragilité, et nous mettons vraiment un gros focus là-dessus. Alors, au quotidien et sur le terrain, les agents de la Banque de France, et je les salue ici, dans les succursales, au plus près du terrain, sont dans chaque département et agissent et développent cette activité et cette mission pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et cela, nous le faisons au travers d'ateliers de sensibilisation qui sont adaptés à chaque public. Alors, nous travaillons pas seuls, bien évidemment, puisque nous sommes en charge de la stratégie et de la déployer dans les territoires. Nous la faisons aussi avec des partenaires qui sont nombreux, des associations, des fédérations professionnelles, des institutions, et des institutions au premier rang desquelles le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, mais aussi le ministère de la Santé et des Solidarités. Alors, il a changé un peu, je crois qu'il me manque de la Santé, des Solidarités, de la Cohésion. Je dois en oublier un, mais bon. Vous avez compris, on travaille très étroitement avec les ministères. Ce travail, nous le menons tout au long de l'année. Et si aujourd'hui nous faisons un focus particulier, nous le faisons tout au long de l'année. C'est une action qui est menée par l'ensemble des agents de la Banque de France. Et c'est ainsi qu'on arrive à sensibiliser, nous mobilisons pour sensibiliser plus d'1 millier de personnes, 130 000 plus exactement, et c'est un nombre qui se renouvelle chaque année et nous en sommes très satisfaits. Nous espérons toucher encore plus de personnes.
Alors, je le disais, cette semaine de l'éducation financière, c'est pour l'occasion pour nous de mettre un gros coup de projecteur sur ce qu'est l'éducation financière en France et sur notre action en particulier. Alors, cette année, et là, je vais vous donner quelques chiffres, nous sommes mobilisés comme l'année passée, et cette mobilisation, elle est exceptionnelle puisque c'est plus de 500 actions qui seront organisées sur l'ensemble du territoire. Alors, je dis métropolitain et on dit aussi ultramarin. Et si vous êtes un peu curieux, et je vous invite à aller regarder la carte interactive qui est sur le site, le portail mesquestionsdargent.fr, et vous pourrez effectivement découvrir toutes ces actions qui seront organisées toute cette semaine dans les territoires, que ce soit sur le territoire métropolitain et dans les territoires ultramarins. Alors, j'en viens maintenant au thème de cette semaine. Et cette année, nos collègues de la direction de l'éducation financière ont choisi un sujet qui nous concerne tous, les arnaques. Alors, on ne l'a pas choisi par hasard, hein, si on se réfère à une enquête qui a été réalisée l'année dernière par CSA à notre demande sur la culture financière des Français. Quelques chiffres révélateurs nous ont amenés et nous ont conduit à choisir ce thème. Et je vous donne 2 chiffres. 16% des Français ont été victimes de fraudes, telles que des vols de données et de coordonnées bancaires ou de piratage informatique. Et puis, plus particulièrement les jeunes, puisqu'ils sont visiblement plus exposés aux sollicitations, 30% des 15-17 ans ont déclaré avoir déjà reçu par téléphone, Internet ou par un réseau social une offre pour placer de l'argent, en gagner, en prêter ou encore en recevoir gratuitement. Donc vous voyez, c'est un sujet sur lequel il faut absolument être informé. Il faut pouvoir reconnaître, identifier les arnaques et surtout savoir comment réagir. Alors c'est pourquoi la direction de l'éducation financière nous a proposé ce thème et avec un certain nombre de partenaires, d'intervenants, aujourd'hui, ils tenteront de décrypter ce sujet dans sa complétude. Et pour cela, il y aura 3 tables rondes. La première table ronde, elle tournera autour, excusez-moi la répétition, autour des arnaques qui touchent les entreprises. Et ça, elles sont nombreuses à souffrir de ce type d'escrocs et des escrocs. La deuxième séquence, elle est importante parce qu'elle nous permettra de prendre conscience de l'importance du phénomène avec le coût des arnaques. Et enfin, la troisième table ronde, elle mettra en lumière les arnaques les plus fréquentes qui touchent les particuliers. Donc voilà, 3 séquences extrêmement importantes. Nous espérons que ces décryptages vous aideront à vous de mieux comprendre les sujets, que ce sera utile, instructif et surtout qu'elles vous éviteront de vous faire arnaquer. Qui n'a pas reçu des messages qui pouvaient le conduire à une arnaque? Donc sensibiliser en vue d'éviter d'être arnaqué. Donc 3 séquences importantes, mais sans plus attendre, je pense qu'il est temps d'ouvrir la semaine de l'EDUCFI. Donc je déclare ouverte la semaine de l'éducation financière et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de l'éducation financière. Merci de votre attention. Et je cède la parole à l'animatrice de la première table ronde, Virginie Rousseau. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Virginie Rousseau, je travaille à la direction de l'éducation financière à la Banque de France et je suis vraiment très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde autour des fraudes qui en effet touchent les entreprises et la cybersécurité. Je vous remercie pour votre participation à cette séquence d'ouverture de la semaine de l'éducation financière, que vous soyez avec nous ici à Paris, mais également vous qui nous suivez à distance. Et je voulais aussi remercier Madame Maslow et sa classe de bachelor qui participe aujourd'hui à cette table ronde en partenariat avec CMA France.
Comme l'a précisé à l'instant Madame Cabèche, en effet, EduQuiFi s'adresse à tous les publics, aux jeunes, aux actifs et aux inactifs, mais également aux entrepreneurs et porteurs de projets de manière un petit peu plus récente. Donc c'est vrai qu'on essaye, voilà, de la même manière, on va essayer de transmettre des connaissances au grand public. Il va être aussi important pour nous de susciter les bons réflexes pour pouvoir gérer son entreprise. Donc mieux comprendre les mécanismes d'un bilan et des comptes de résultats, mais aussi développer des premières notions de gestion, comprendre les différents statuts juridiques, les différents types de financement, mais on va aussi essayer de développer, de comprendre les menaces et les risques qui sont liés au numérique. Donc la Banque de France, elle a créé pour vous, dirigeants d'entreprise et porteurs de projets, un portail qui s'appelle mesquestionsdentrepreneur.fr, où vous allez retrouver des informations neutres, fiables, accessibles, utiles surtout pour gérer, créer et diriger votre entreprise. Comme le disait à l'instant Madame Cabèche, on a voulu dédier cette séquence d'ouverture et cette première table ronde aux dirigeants et aux entrepreneurs avec un thème, le numérique. Pourquoi? Voilà, parce que ce soit pour des usages personnels ou professionnels, le numérique est partout. On le voit bien au quotidien. Tablettes, ordinateurs, téléphones font partie de nos quotidiens pour communiquer, mais aussi pour payer, pour acheter, pour s'amuser, et même pour faire nos démarches administratives. Et c'est vrai que cette intensification des usages représente pour les cybercriminels une opportunité de développer leurs attaques. Donc les cyberattaques, elles sont en constante progression. En 2023, il y a une entreprise sur deux qui déclare avoir subi une cyberattaque avec un impact significatif. Donc qu'on soit une grande entreprise, on l'entend je pense au niveau de l'actualité, qu'on soit une grande entreprise, une petite entreprise, une administration, un établissement financier, un particulier, on peut tous être victimes d'une cyberattaque et on peut en subir les lourds préjudices. C'est pourquoi nous avons souhaité traiter dans cette table ronde des risques et des menaces qui touchent les entreprises, l'objectif étant de les identifier et comprendre les procédés utilisés surtout pour mieux s'en protéger. Et donc je vous propose de débuter cette table ronde avec nos trois intervenants que je remercie vivement. Donc le lieutenant-colonel Jean-François Laloyer, adjoint chef de division de la proximité numérique de la Gendarmerie nationale, Marc Botorel, référent national cybersécurité, Confédération des petites et moyennes entreprises, et enfin Laurent Verdier, du dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation du public aux risques numériques, cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, au travers de cas concrets, je crois que c'est vraiment ce qu'on a essayé, ce qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, des choses très concrètes pour vous aider au quotidien. Donc au travers de cas concrets, ils vont vous partager des bonnes pratiques pour vous prémunir et savoir comment réagir face à ces menaces. L'objectif, vous l'aurez compris, au niveau de la mission d'éducation financière, ça va être de vous transmettre des connaissances, mais surtout susciter les bons réflexes en cas d'attaque. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour les personnes qui sont à distance. Également, vous aussi, personnes qui sont présentes dans nos locaux. On gardera à la fin de cette table ronde une quinzaine de minutes pour y répondre. Donc, pour illustrer ma première question, je vous propose de regarder cette courte vidéo qui va vous présenter une des menaces qui touchent les entreprises. Je ne vous raconte pas. La semaine dernière, l'entreprise a failli être la cible d'une arnaque. Et je peux vous dire, ils savent bien s'y prendre, ces escrocs. En ce moment, c'est un peu le rush. Je suis en pleine clôture de l'exercice comptable. Mon plus gros fournisseur m'informe par mail qu'il a changé de banque, précise ses nouvelles coordonnées bancaires et joint une facture urgente. La forme du courrier, la mise en page, la signature, tout portait à croire qu'il s'agissait bien de mon fournisseur. Mais ce qui m'a mis le doute, c'est que 2 jours avant, on s'était appelé au sujet de nouvelles commandes. Et là, il ne m'avait absolument pas prévenu qu'il changerait de domiciliation bancaire. Je décide de l'appeler. Et là, je tombe des nues. Il m'assure de ne pas avoir changé de banque ni envoyé de mail. Mais vous vous rendez compte? Bon, cette fois-ci, j'ai eu de la chance, mais à l'avenir, si je fais pas assez attention, ça risque de coûter cher. Comment se prémunir contre ce genre d'arnaque? Voilà, donc une courte vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube EduQuiFi. Voilà, c'est vraiment des choses très pratiques et utiles pour vous aider dans la gestion de votre entreprise.
Donc, messieurs, là on a un exemple en effet très concret d'une arnaque qu'on appelle arnaque au faux fournisseur. Donc en effet, on vous appelle, on vous dit je suis telle société, j'ai changé de rive, faites-moi un virement rapidement. C'est souvent voilà, un veille de week-end ou un peu comme l'actrice le dit actuellement dans la vidéo, en période de rush. Voilà, on vous presse pour pouvoir réaliser le virement. Donc je me retourne vers vous. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelles sont les principales menaces qui touchent actuellement les entreprises, et notamment les petites entreprises, et pouvez-vous nous donner des exemples très concrets, comme on a pu le voir sur la vidéo. Lieutenant-colonel Laloyer, je vous donne la parole en premier. Merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente d'abord, je suis lieutenant-colonel Jean-François Laloyer, j'appartiens à l'unité nationale cyber, qui est la transformation d'une unité qu'on avait en gendarmerie, le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Mon rôle, c'est la connaissance de la menace et ainsi que la prévention et la sensibilisation. Au travers de l'exemple qui a été donné, qui est ce qu'on appelle communément dans le jargon une attaque man in the middle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va se mettre entre deux ordinateurs et qui va relever les informations qui passent sur le réseau et en détecter ce qui pourrait être intéressant d'exploiter. Cette attaque, c'est tout simplement une des attaques dont sont victimes les TPE, PME à l'heure actuelle. Pas la principale, puisque la principale reste le rançongiciel. Le rançongiciel, rappelons que c'est tout simplement un mode d'action des cybercriminels qui vise à crypter, d'abord extraire les données, effacer les sauvegardes, crypter les données et demander une rançon. Alors, récemment, une étude a montré que le taux de recouvrement des rançongiciels par les cybercriminels était descendu de 80% en 2019 à peine 30% cette année. Ce qui est expliqué par trois choses. La première, la sensibilisation, la prévention. Voilà, on prend notre cheval de bataille tous les trois assez régulièrement pour convaincre l'ensemble des acteurs économiques de l'importance de se sécuriser, d'avoir des process de sécurisation et de s'entraîner à ce genre de crise. Le rançongiciel, pourquoi il est aussi en baisse? Parce qu'on a structuré nos réseaux d'information. Le système d'information en lui-même, on l'a davantage durci ces dernières années pour pouvoir répondre à l'ensemble des menaces. C'est pour ça que le coût de la cybercriminalité, de la lutte contre la cybercriminalité, a tendance à un petit peu être explosif ces derniers temps. Et enfin, le troisième point, et j'aime bien cette analyse, c'est qu'on a eu une perte de confiance en le cybercriminel. Sans tout. Moi, perso, j'ai jamais confiance en un criminel. C'est un criminel par naissance, hein, voilà, il cherchait à escroquer. Non, c'est tout simplement qu'avant, il avait une certaine déontologie, il donnait les clés de déchiffrement. Maintenant, il extrait vos données, il les revend, il crypte les autres données parce qu'il a envie de se faire payer, et puis il ne vous donnera jamais la clé de décryptage. Ce qui fait qu'au final, vous êtes toujours la victime, vous êtes toujours les grands perdants de cette situation. Voilà la principale menace qui pèse à l'heure actuelle sur les entreprises et qui est toujours explosive, parce que de mémoire, on a pratiquement 30% d'augmentation de ce type d'attaque tous les ans. Alors 30%, ça ne veut pas dire qu'elles réussissent tous, mais quand elles réussissent, elles peuvent peut-être mettre à mal une société carrément pendant plusieurs mois. Là, j'ai vu qu'une des brasseries principales des Pays-Bas a été victime d'une cyberattaque. La production est à l'arrêt à l'heure actuelle. Bon, j'espère qu'en tant qu'installation critique, on aura envoyé l'ensemble des moyens nécessaires. Monsieur Botorel, est-ce que vous pouvez également nous citer des exemples concrets? Merci. J'espère que va redémarrer, puisque tu es amateur de bière aussi. Bonjour à toutes et tous. Donc Marc Botorel, je suis le référent national cybersécurité de la Confédération des petites et moyennes entreprises, et par ailleurs entrepreneur également, puisque j'en suis à ma 4e société. Donc je suis aussi concerné d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, comme tout le monde. Moi je rebondis sur ce qu'a dit Jean-François, mais je pense que le meilleur commentaire sera celui de Cybermalveillance GouverFR, dont la CPME est un des membres fondateurs, puisqu'il vient juste de publier son rapport annuel.
et de l'état de la menace sur cette cible, justement, TPE, PME, collectivités et particuliers. Donc je te laisserai commenter, Laurent. Oui, effectivement, les rançongiciels, ça reste toujours un sujet d'actualité aujourd'hui, de manière beaucoup plus vaste peut-être que ce que l'on peut imaginer, dans le sens où aujourd'hui on a énormément de mal à avoir un retour, et c'est pas mon camarade Jean-François, je dis camarade puisque je suis aussi réserviste dans son unité. Les chefs d'entreprise de TPE-PME ont toujours du mal à aller porter plainte, ils ont honte de ce qui leur est arrivé, alors que ça peut arriver à tout le monde. Je vais reprendre, pas à mon compte, mais je trouve intéressant la phrase de Vincent Strubel, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, qui est passé sur France Info il y a une semaine, puisque l'ANSSI a également publié son rapport. Et je trouve que son mot est très juste, il dit « Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime ». Et c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a de la pêche au chalut. Pour faire simple, on a des bases de données qui sont volées. Exemple, ce qui vient de se passer en France il y a peu de temps, notamment avec l'histoire des mutuelles, qui présente une base de données de mailing, puisque on va commencer déjà par envoyer un mail malveillant avec une pièce attachée qui contient éventuellement un rançongiciel. Donc vous imaginez, là on a eu aussi le vol de 41 millions d'informations sur France Travail. Bah, vous envoyez une campagne sur cette base-là, avec un rançongiciel que vous avez acheté dans le dark web, qui aujourd'hui peu ou prou coûte 100-200 $ à peu près, le kit, avec le support, c'est-à-dire que vous avez un vrai logiciel supporté, correction de bugs, amélioration. Vous lancez votre campagne, et derrière, comme pour un chef d'entreprise qui va faire un emailing aujourd'hui, on a un taux de retour environ de 10 pour 10 000, c'est à peu près le taux de retour des emailing. Je vous laisse faire le calcul de ce qui tombe dans votre escarcelle. Ce qui veut dire que c'est une cybercriminalité qui ne va pas s'arrêter parce qu'elle est dirigée par la finance. Et clairement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable. On est à un marché mondial. C'est beaucoup plus intéressant dès lors qu'on est dans un pays où on a du mal, nous, gendarmerie et les autres pays avec lesquels on travaille, à aller chercher ces cybercriminels. Et pourtant, tu aurais pu parler de Loki il y a 3 semaines, on arrive quand même à les choper. Mais derrière, il y a un taux de retour qui est très intéressant et vous faites partie des victimes collatérales. Vous n'êtes pas visé particulièrement, mais vous êtes dans la nasse. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai eu des cas d'entreprises qui se sont fait rançonner, dont une qui s'est fait rançonner d'ailleurs 4 fois dans l'année. Alors, pourquoi ? Pour de bonnes raisons, puisqu'on avait analysé ça ultérieurement. On leur avait mis en place, puisque je l'ai revendu, une société informatique qui était labellisée Expert Cyber, donc label AFNOR décerné par Cybermalveillance. Et en fait, on leur avait mis une infrastructure qui tenait la route. Pour autant, c'était une imprimerie, et pour autant, un des imprimeurs, côté production, avait été chercher une fonte d'imprimerie sur un site illégal. Bien évidemment, il a récupéré la fonte gratuitement, mais il a récupéré aussi le rançongiciel gratuitement, qui s'est propagé sur l'ensemble de l'entreprise et qui a chiffré toutes les données. Après remise en état, ça s'est repassé 6 mois après, et 6 mois après, et 6 mois après. Et en fait, on s'est aperçu que le chef d'entreprise à qui on avait mis en place une adresse, enfin un nom de domaine pour son entreprise, des adresses mail de son entreprise, continuait à utiliser toujours la même adresse Orange, ou Wanadoo à l'époque, depuis 20 ans, qu'il ne souhaitait pas en changer, et qu'il avait toujours le même mot de passe. Mot de passe qui déjà était en vente dans le dark web depuis X années. Donc tout ça est aussi passé au travers de son propre réseau. Donc on pourra revenir plus tard sur les différentes mesures qu'on peut mettre en œuvre, et notamment changer son mot de passe, et ça c'est un autre sujet. Mais il a quand même payé la rançon plusieurs fois, et au final il a même fini par changer tout son parc informatique, donc je pense que son addition a dû se monter autour de 150 à 200 000 euros. Pour parler des ordres de virement, j'ai eu le cas aussi, donc il y a plusieurs méthodes, hein, bien évidemment, mais j'ai eu le cas avec une entreprise en région parisienne qui avait missionné une grosse société, un des Big Five, pour faire l'analyse de sa situation à l'étranger. Et à un moment donné, il y a un pirate qui s'est immiscé dans la conversation, qui a évacué des adresses mail le nom du patron, et qui a annoncé que leur société en Allemagne était en cours d'audit financier, et que du coup, le coût de la mission, 100 000 euros, devait être versé sur un compte temporaire qui était en Autriche. Ce qu'a fait la directrice financière. Elle n'a bien évidemment jamais récupéré l'argent, effet de bord, elle s'est fait virer, mais ils n'ont jamais récupéré ces 100 000 euros. Voilà. Donc c'est une autre façon de procéder.
Et puis, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais quand même laisser Laurent s'exprimer. Mais c'est des cas qu'on voit tous les jours, malheureusement, c'est des cas qu'on voit tous les jours. Et parfois, je terminerai là-dessus parce que vous reviendrez sur le sujet, on a quand même des mesures à mettre en œuvre qui sont juste du bon sens. Dit autrement, il faut faire le... Je vais commenter tout de suite. C'est vrai que le numérique nous a pris, pas par surprise, mais très rapidement. Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle. Mais à un moment donné, il faut se contextualiser en disant j'ai une vie numérique, j'ai une vie réelle. Est-ce que ce que je fais dans ma vie numérique, je le ferai dans ma vie réelle? Et si la réponse est non, ne le faites pas. Merci beaucoup. Monsieur Verdier. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à la Banque de France pour cette invitation à cette semaine de l'éducation financière. Donc, au nom de Jérôme Notin, directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Je vous remercie très chaleureusement. 3 termes ont été prononcés tout à l'heure lors de l'ouverture qui ont retenu mon attention. Neutralité, pédagogie et gratuité. C'est la substantifique moelle de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc on reste cohérent. Deuxième chose que je voulais souligner, la présence aujourd'hui du ministère de l'Intérieur, représenté par Jean-François, et d'une organisation patronale comme la CPME, qui sont tous les deux membres fondateurs historiques de notre groupement d'intérêt public. C'est dire qu'aujourd'hui, des alliances et des services sont présents, bien entendu, au service des chefs d'entreprise, mais également des associations, des particuliers, des collectivités territoriales. Très rapidement, donc je suis directeur du pôle sensibilisation. Très rapidement, Cybermalveillance Gouv.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif national qui a été lancé en octobre 2017, suite au constat par nos autorités d'un trou dans la raquette en termes opérationnels, si vous me passez l'expression, en matière de protection, pour 3 missions essentielles en matière de protection des particuliers, des entreprises et des collectivités. La première, c'est une mission d'assistance, c'est-à-dire fournir immédiatement à quelqu'un qui pense ou qui est victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit, une aide, des recommandations d'urgence, des propositions d'orientation vers des plateformes spécialisées pour ce type de cybermalveillance, pour déposer plainte, ou encore la mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme. Que celui-ci soit un chef d'entreprise, un responsable de collectivité ou un particulier, sur tous nos territoires. Deuxième mission, concevoir et mettre à disposition de manière complètement gratuite des contenus d'information sur l'actualité des menaces, de définition des menaces et des outils de sensibilisation. Pareil, on parlait de pédagogie. Dans nos contenus, il n'y a aucun acronyme, aucun anglicisme, aucun nom de technologie. Nous voulons nous adresser à tout le monde. Et vous le savez bien, quand on ne comprend pas quelque chose, il est compliqué derrière d'adopter des bonnes pratiques et des actions qui en découlent, si on ne saisit pas les risques. Et enfin, troisième mission, celle d'observer justement le risque numérique, fort de ces 2 premiers cercles vertueux, et de remonter ces éléments anonymisés, statistiques à nos autorités, pour mieux orienter avec les autres acteurs qui luttent contre les cybermalveillances et qui œuvrent dans le domaine du traitement judiciaire de la cybercriminalité. Voilà, donc nous contribuons ainsi, je pense, largement à cette tenue du dispositif national de lutte contre les cybermalveillances. Alors, Marc l'a évoqué, le hasard des dates fait bien les choses. Le 5 mars, nous avons publié, gratuitement bien sûr, et qui est téléchargeable sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, notre rapport d'activité qui inclut notre perception des menaces avec, pour l'année 2023, plus de 280 000 demandes d'assistance réalisées sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, dont 12 000 demandes émises par des professionnels, donc des entreprises, PME, TPE, ETI, associations. Et donc voilà, je vous en offre un exemplaire. Merci. Qu'est-ce que nous percevons en termes de risque pour les entreprises? Alors, un certain nombre de cybermalveillances ont été évoquées. La première marche du podium pour 2023 est occupée par ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Nos habitudes numériques se sont radicalement transformées ces dernières années. Alors effectivement, les confinements liés à la crise sanitaire ont contribué à cette évolution, ils l'ont peut-être accéléré. Néanmoins, la numérisation de très nombreux services, loisirs, culture, tout ce qu'on voudra, font qu'aujourd'hui, nous avons démultiplié les espaces, les comptes, les accès et les services, et que malheureusement, qu'on soit
particuliers ou aux professionnels, et que malheureusement nous ne protégeons qu'avec souvent des mots de passe trop faibles, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est-à-dire que si les attaquants se procurent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, ils ont l'intégralité aujourd'hui de nos activités, j'ai même envie de dire de nos identités numériques entre les mains. Donc ça, c'est vraiment la menace majeure que nous avons identifiée pour les entreprises, pour les professionnels en 2023. Deuxième menace, qui est beaucoup plus transverse à tous nos publics, bien sûr, l'hameçonnage. Faux mail, faux SMS, faux appel téléphonique frauduleux, par le biais duquel un interlocuteur va usurper la qualité d'un interlocuteur de confiance, d'un organisme connu ou d'une administration. Et sur la troisième marche du podium, ça a été évoqué par la gendarmerie nationale, ce qu'on appelle les rançongiciels, les ransomware. Je vais quelques instants m'intéresser à la quatrième marche de ce podium. On en parle rarement, c'est ce qu'on appelle les fraudes au virement. Alors Marc l'a évoqué, mais elles ont connu une augmentation significative en 2023, plus 60% au niveau des demandes que nous prenons en compte, et elles recouvrent une réalité effectivement variée, mais qui peut occasionner des préjudices pour les professionnels significatifs. Ordre de virement frauduleux, RIB falsifié, toutes ces intrusions, toutes ces mises en situation, arnaque au président, qui ont pour but de provoquer un virement illégitime, infondé, et qui vont occasionner des préjudices parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une entreprise, et qui sont très difficiles à récupérer, puisque vous vous en doutez bien, ces virements partent, très nombreux cas, à l'étranger. Donc voilà ce qu'on perçoit, mais je vous invite vraiment à télécharger notre rapport d'activité. Vous aurez une analyse beaucoup plus exhaustive et plus fine que celle que je fais devant vous aujourd'hui, et qui vous permettra vraiment de mieux percevoir l'ensemble des risques auxquels aujourd'hui sont confrontés, d'après notre perception, les PME et les TPE. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces exemples très concrets. On a commencé à l'évoquer, en effet, les conséquences pour l'entreprise peuvent être très importantes, voire même parfois désastreuses. On a commencé à l'aborder, je crois, tout à l'heure, mais voilà, ce que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est quelles sont les conséquences pour l'entreprise. C'est vrai qu'on pense aux conséquences directes, perte de fichiers, bien sûr, mais y a-t-il d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas spontanément ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, il y a la part financière, il y a la perte d'exploitation. Tout ça, c'est cumulé. Mais il y a aussi une perte de confiance par rapport à l'environnement dans lequel on est. Quand on est le prestataire d'un grand groupe et qu'on se fait attaquer, le grand groupe aura peut-être moins confiance en nous pour aller prester avec nous sur le futur marché qui sera périn pour moi, pour mon activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce qu'on a observé, c'est le burn-out des équipes de SI à l'heure actuelle, qui sont en charge des systèmes d'information. Pourquoi ? Parce qu'elles sont confrontées à une pression beaucoup plus forte qu'avant, mettre en place tout un système, et qu'en cas de crise, ça s'inscrit dans la durée. La durée, c'est pas 10 jours, c'est pas 15 jours. La ville d'Angers, par exemple, a mis 2 ans. La ville de La Rochelle, 6 mois. Ça, ce sont des agglomérations. Certains chefs d'entreprise, je pense à une petite entreprise de logistique qui est basée dans le sud-ouest, elle est toujours en difficulté et ça fait 8 mois. Elle a du mal à remettre son système d'information à plat parce qu'il y a tellement d'interactions. On disait tout à l'heure qu'une chose est importante, la donnée, c'est ce qui coûte le plus cher à l'heure actuelle, c'est ce qui rapporte le plus. Vos données sont importantes en tant qu'individu, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et c'est très facile de trouver des données sur les uns et les autres qui permettent de faire les campagnes de phishing ou des choses comme ça. L'attaque, ce qu'on a vu au faux virement, se base d'abord par une captation de l'ensemble des données issues du dark qu'on a récupéré, qu'on a été acheté, 30 centimes d'euros pour une adresse email complète, login mot de passe, quoi. Ça vaut rien. Un numéro de carte bancaire, ça vaut une dizaine d'euros. Ça dépend la force de la carte bancaire derrière. Et le plus cher, c'est toutes les données de santé. Merci Jean-François. Oui, effectivement, c'est pas cher. Quand on va sur le dark web, on a même des bases qui sont gratuites parce qu'elles ont déjà été utilisées de nombreuses fois. Je reprends l'exemple de la base de Facebook qui a été vendue l'année dernière, 500 millions d'adresses mail pour $99. Bon.
Je prendrai d'autres aspects sur les impacts. Effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, il y a bien évidemment l'impact financier qui, dans certains cas, va jusqu'au dépôt de bilan de l'entreprise, ou en tout cas situation de redressement. C'est assez commun. Et c'est un des points sur lesquels je travaille aujourd'hui sur la gendarmerie, c'est d'avoir des statistiques auprès des tribunaux de commerce. Un point important, parce qu'on a une vision assez parcellaire. D'une part parce que, comme on disait, les chefs d'entreprise ne vont pas nécessairement déposer plainte. Donc, côté gendarmerie, côté police, côté comme cyberami, maintenant, on a une vision parcellaire. Cybermalveillance en a une au travers des déclarations, mais on n'a pas une vision globale de l'impact financier de ces cyberattaques au niveau français et au niveau du territoire. Donc, on a des vues parcellaires. Sur les autres impacts, tu as tout à fait raison, l'impact réputationnel, c'est le plus important. C'est plus important, d'autant qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de réglementations qui nous sont imposées, par l'Europe notamment. Un particulièrement qui effraie tout le monde aujourd'hui, qui s'appelle Network Information Security 2, NIS 2. Vous verrez ça dans les articles, tout le monde en parle aujourd'hui, qui doit nous arriver dessus fin de l'année. Une directive européenne qui est en cours de transposition en droit français et qui va imposer à 15 secteurs d'activité français, et à la fois aux grands acteurs, je pense à EDF, SNCF, les distributions d'eau, etc., mais toute la chaîne de sous-traitance, à avoir un niveau de sécurité très très important. Donc ça va demander là aussi des investissements financiers assez conséquents de la part des entreprises et repenser leur sécurité. Mais un des points qu'on n'a pas évoqué et tu en as parlé pour les équipes informatiques, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un gros problème parce qu'on est en manque de spécialistes en cyber en France. Et pourtant, on est le pays qui forme le plus de spécialistes en cybersécurité. On estime qu'il manque à peu près 10 à 15 000 spécialistes sur le terrain. Et donc de fait, les directeurs informatiques dans les entreprises, on les nomme aussi responsables sécurité. Donc ils ont 2 fois le job. Donc ils bossent 24/7. Ce que j'ai pu observer, et je vais faire juste un exercice là-dessus avant de passer le micro à Laurent, c'est les dégâts psychologiques de l'entrepreneur, bien évidemment, mais également des employés. C'est juste hallucinant. J'ai eu le cas d'un chef d'entreprise comme ça qui s'est fait pirater l'année dernière. En un mois de temps, il dormait plus la nuit, il a perdu 10 kilos, il n'arrivait même pas à comprendre ce qui lui était arrivé dessus. Donc les dégâts psychologiques sont juste phénoménaux. Pour les employés aussi, du jour au lendemain, vous vous retrouvez, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus accès à votre informatique, vous n'avez plus rien, vous êtes au chômage technique. Et vous n'avez pas de réponse de l'informatique qui vous dit oui, dans une semaine, dans 15 jours. Comme disait Jean-François, il y a encore des entreprises donc, qui mettent la clé sous la porte, ça c'est le final, mais qui parfois mettent énormément de temps à se remettre. Il y a une statistique que j'aime bien utiliser sur la cible PME tout du moins, d'un grand cabinet de cybersécurité mondiale qui s'appelle Wavestone. Et en moyenne, pour une PME, c'est 3 à 7 semaines pour se remettre d'une cyberattaque, c'est une moyenne. Et dans 80% des cas, on ne récupère pas l'intégralité des données qui ont été chiffrées ou volées. Donc ça veut dire que vous pouvez payer une rançon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours une perte au feu. Et donc je vais terminer mon propos sur ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il existe une association qui a été créée qui s'appelle Assovica, que Jean-François connaît aussi, je pense qu'on en a parlé, Association d'aide aux cybervictimes, qui a pour but justement de regrouper les cybervictimes pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, leur apporter une aide juridique, leur apporter une aide psychologique. Donc je vous donnerai les coordonnées de toute manière. Je vous encourage là aussi à en parler parce que c'est important de se dire je ne suis pas seul, ça arrive aux autres, c'est pas arrivé parce que j'ai fait une faute, c'est parce que j'étais dans le filet, quoi. Merci. Je ne vais pas prolonger cette liste à l'après-vert. Les conséquences pour une entreprise, elles ont, je pense, tout été évoqué. Je voudrais simplement revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport justement à cette fameuse transformation de nos activités numériques. Et je pense que ça c'est également, et je parle sous le contrôle de Marc, qui est chef d'entreprise, ça se retrouve également dans le domaine professionnel. Les entreprises aujourd'hui ont changé, ont transformé leur rapport au numérique dans leur manière aussi bien de fonctionner que de vendre. Et donc, c'est leur activité même qui est de plus en plus liée au numérique. Est-il aujourd'hui envisageable de souhaiter la pérennité de son entreprise sans pour autant prendre en considération la question de la sécurité numérique de ses réseaux, de ses données, dans le cadre de la perspective, dans la perspective de continuer à pouvoir réaliser son activité. Je pense qu'aujourd'hui, toute la problématique est là, et bien entendu, les différentes phases d'une attaque, bien sûr, conséquente,
peuvent contenir des risques et des conséquences associées. Que ce soit, bien entendu, les dépenses et le coût des pertes qui découlent directement d'une attaque. On a évoqué les données qui sont détruites, qui sont perdues. Par rapport aux menaces que nous percevons sur les entreprises, la 5e marche du podium est également intéressante puisqu'elle concerne ce qu'on appelle les violations de données. C'est-à-dire que là, pour le coup, les attaquants vont piocher dans le réservoir de data de la société, vont sortir des données, vont les réutiliser frauduleusement. Mais ces données, elles peuvent appartenir à l'entreprise en question, mais également à des clients, à des prestataires, à des fournisseurs. Et donc eux-mêmes, du coup, par effet de cascade, vont être également victimes de ces éléments. Il en va donc aujourd'hui de la responsabilité d'un chef d'entreprise de pouvoir effectivement évaluer sa sécurité, non seulement pour son activité, mais également par rapport à ses contacts, à ses clients, à ses prestataires, à ses fournisseurs. Je vais juste rajouter un petit mot, si tu veux bien. Je suis un éternel bavard sur le sujet, mais je suis un passionné, je crois, comme nous trois. À la CPME, on a vu bien évidemment post-Covid, ou en tout cas début de période Covid, cette transformation digitale des business et des entreprises qui a été extrêmement rapide. C'est une question de survie pour certaines d'entre elles. Et depuis le début, on martèle toujours la même chose en disant il n'y a pas de transformation numérique réussie sans cybersécurité. Aujourd'hui, plus de 90% des processus d'entreprise sont informatisés. C'est une réalité. Donc dire demain, je vais plus loin, j'externalise mes données, je mets en place un site web marchand, j'ai des échanges électroniques, d'ailleurs, qui va être là aussi une obligation avec la facture électronique, même si du coup Bercy a retardé un peu l'échéance. Mais demain, même si certaines entreprises envoient encore des factures papier, demain, toutes les factures seront envoyées en électronique, en passant par Bercy. Bon, je ne vous fais pas le circuit, je pense que c'est dans la semaine de l'éducation. Mais tout sera informatisé de bout en bout. Donc clairement, quand on fait sa transformation de mode de travail, de business pour une entreprise, et qu'on passe au tout numérique, si vous ne mettez pas la couche de cybersécurité de bout en bout, vous prenez un risque énorme. Merci. Quand vous construisez un outil numérique pour vous, pour votre société, dans votre conception, mettez une brique de cybersécurité. Pensez à ça, demandez ça. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de le mettre quand vous construisez ce logiciel métier qui vous concernera proprement qu'y revenir une fois que vous serez attaqué et que le logiciel sera votre point de vulnérabilité. Donc, dans l'anticipation, ce qu'on préconise aussi, c'est effectivement de prendre en compte le responsable de système d'information, le chef d'entreprise, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, doit avoir à l'esprit que je crée un outil pour mon activité, je vais l'exposer sur les réseaux. À partir de ce moment-là, je dois y mettre une brique de cybersécurité. Et si votre prestataire n'est pas capable de le faire, changez de prestataire. Merci. C'est vrai qu'à EducFi, nous, on s'adresse plutôt aux dirigeants de très petites entreprises, hein, les dirigeants les plus isolés, les moins avertis. Et je pense que les dirigeants de très petites entreprises sont les plus vulnérables à ces cyberattaques parce qu'ils ne se sentent pas forcément concernés. Ils pensent qu'ils sont trop petits, que leur activité ne peut pas intéresser les cybermalveillants. Et pourtant, c'est tout le contraire parce que les cybercriminels, ils ont bien compris que, quelle que soit la taille de l'entreprise, ils ont des données qui peuvent être monnayées, qu'il y a de l'argent à dérober. Et donc, ces dirigeants de très petites entreprises, finalement, sont plus faciles, je pense, à pirater. Et ce sont les dirigeants qui sont les plus vulnérables. Donc, je voulais aborder avec vous l'aspect protection par rapport à ça. Alors, comment peut-on sécuriser son entreprise, tant au niveau matériel que du comportement de chacun. On parlait tout à l'heure, en effet, des employés, des clients, des fournisseurs, mais je pense que voilà, tout le monde peut... Laurent. Je le dis maintenant, je le rappellerai, je pense, quelques reprises au cours de cette table ronde. Le meilleur moyen d'affronter une cyberattaque, c'est de s'y préparer. Au niveau de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et de tous les membres qui la composent, qui sont 63 aujourd'hui, nous proposons aux chefs d'entreprise 3 axes forts d'action pour mieux se prémunir des attaques qui ciblent justement les PME, les TPE et le monde associatif aujourd'hui.
Le premier, c'est un axe qui consiste à s'informer et à acquérir une méthodologie. C'est très important aujourd'hui qu'au même titre qu'une stratégie développement, recherche et développement, une stratégie commerciale, nous invitons vraiment les chefs d'entreprise à se saisir du sujet. Et comme ça vient d'être dit, aujourd'hui, peut-on encore avoir une activité ou une entreprise sans y associer une notion de sécurité numérique? Donc ça, c'est la première chose. Des fiches méthodologiques, des documents d'information, des articles, une lettre d'information que nous adressons aujourd'hui à plus de 25 000 abonnés. Voilà, connaître l'état de la menace. Je ne dis pas mettre la tête sous l'oreiller et avoir peur et vivre dans l'angoisse. Non, c'est acquérir cette compréhension et cette connaissance transparente qui fait que derrière, on va agir en conséquence et de manière, j'ai envie de dire, adaptée. Deuxième axe, se sensibiliser, être sensibilisé et sensibiliser ses collaborateurs. Pour cela, nous tenons à la disposition des chefs d'entreprise tout un tas d'outils de sensibilisation, de fiches mémo, de fiches réflexes, notre kit de sensibilisation. Nous allons bientôt mettre en ligne une e-sensibilisation composée de 3 modules, donc comprendre, agir et transmettre, et qui va permettre à tous nos publics de mieux saisir les principaux mécanismes des attaques, les risques qui y sont associés, mais surtout derrière les bonnes pratiques au quotidien qui font qu'on peut mieux s'en prémunir, à la fois de manière transverse, mais à la fois également dans nos usages, réseaux sociaux, téléphone portable, distinguo entre les usages pro et les usages perso, bref, voilà, du pédagogique, du neutre et du gratuit. Et enfin, troisième axe, troisième type d'action, accompagner les professionnels. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dès son lancement, la plateforme Cybermalveillance GouverFR, au fil de son parcours d'assistance victime, propose à la victime une mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme. Ces prestataires, qui sont plus de 1200 aujourd'hui, qui nous accompagnent depuis le début, effectivement, on a fait évoluer un petit peu cette mise en relation et ce dispositif en créant un label, le label Expert Cyber, qui peut intervenir, bien entendu, pour des professionnels lors d'un incident, mais que nous avons voulu présent également sur tout le cycle de vie de la cybersécurité dans une entreprise, à savoir installation, maintenance et bien sûr réponse à incident. Ce réseau des labellisés a été lancé en 2021. Il compte aujourd'hui plus de 200 labellisés répartis sur l'ensemble du territoire national et nous avons mis en place un parcours de mise en relation, un parcours de sécurisation sur la page d'accueil de cybermalveillance.gouv.fr de manière à permettre à un chef d'entreprise de venir faire un petit inventaire de ses besoins en matière de cybersécurité et s'il le souhaite, être mis en relation avec l'un de ces labellisés experts cyber dont l'expertise est vérifiée par l'AFNOR. Merci. Monsieur Botorel, vous parliez de règles d'usage. Oui, je te laisse le tien. Et de bon sens. Oui, tout à fait. Donc, nous, on reprend beaucoup de... Enfin, en tout cas, beaucoup. Pas toutes, parce qu'on pointe aussi nos adhérents sur le Cybermalveillance GouverFR, mais on a repris un certain nombre de documentations à notre compte, et je tiens à souligner aussi que les documentations qui sont sur le site de Cybermalveillance GouverFR sont à votre usage, dans le sens où, dès lors que vous gardez le logo Cybermalveillance et la Marianne, vous pouvez rajouter votre propre logo, elles sont à votre usage. Voilà, c'est complètement, ça fait partie de la chose. Donc c'est ce qu'on a fait à la CPME, on a repris un certain nombre de documents qu'on a mis sur notre site national, qu'on invite nos délégations départementales et régionales à mettre sur leur propre site. Je rajouterai également, puisque, avant de passer sur les mesures, que Cybermalveillance GouverFR a mis à disposition de ses membres un petit widget qui se met sur le site web qui permet d'être en contact avec Cybermalveillance. Donc nous, on a demandé à tous nos délégations départementales et régionales de l'avoir sur leur propre site web local, parce que bien évidemment, les adhérents de la CPME locale vont sur le site web de la CPME locale. Et on a également signé une charte informatique, Laurent n'en a pas parlé, nous engageant, nous, CPME, à promouvoir ce mécanisme. Pour revenir sur les mesures, en gros, il y a 10 mesures. On va dire, on peut estimer qu'il y a 10 mesures à mettre en œuvre qui vont vous protéger de 80% des attaques. Bien évidemment, des attaques ciblées, très précises. Ça va demander un arsenal beaucoup trop complexe et peut-être beaucoup trop coûteux. Et c'est aussi la raison d'être des cyberassurances, c'est de couvrir ce qu'on appelle le risque résiduel. Sur ces 10 mesures, il y a ce qu'on appelle des quick wins dans le langage, c'est-à-dire des choses qui sont super simples à mettre en œuvre, qui ne coûtent rien, qu'il suffit de mettre. J'ai mon micro qui cafouille un peu.
Je te le rends, c'est le tien finalement. Je prends pour exemple, on parlait des mots de passe, mais des mots de passe différents pour chacun des accès. J'aime bien prendre cette analogie dans votre vie. Je parlais de vie réelle et vie numérique. Est-ce que dans votre vie réelle, vous avez une clé qui ouvre votre porte de maison, votre boîte aux lettres, votre voiture, votre coffre en banque, que sais-je, et puis comme vous avez peur de perdre votre clé, vous en faites plein de copies, puis vous le dispatchez dans votre ville, dans votre jardin, etc., en vous disant si j'ai perdu la première clé, je sais qu'il y en a une autre. Eh bien, ne le faites pas avec vos mots de passe. Votre mot de passe, c'est la clé de votre vie numérique. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc les mots de passe, par exemple, sur beaucoup de logiciels, pour pas dire quasiment tous aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre de la double authentification. C'est-à-dire login, mot de passe, et puis derrière, un autre élément qui va être un mot de passe temporaire généré sur votre téléphone, un envoi d'SMS, on ne va pas entrer dans les détails. Donc il va très fortement renforcer votre protection et le fait que le pirate, lui, n'aura pas cette deuxième clé. Eh bien, si vous prenez les logiciels, c'est souvent par défaut, mais pas activé. À vous de le faire. Mais ça coûte 0, c'est déjà donnant. On parle de anti-spam, anti-phishing, antivirus, etc. Oui, tout ça sont des mesures importantes. Il y en a une que je prendrai particulièrement. Laurent a dit sensibilisation. C'est vrai qu'il faut sensibiliser les utilisateurs au quotidien. Pourquoi ? Parce que c'est la première porte d'entrée. Hein. C'est l'utilisateur entre chaise et le clavier qui reçoit son mail de phishing et qui clique dessus. On ne va pas raconter celle qu'on a fait il y a 15 jours là, dans la région Île-de-France, mais on peut en parler. Je vais en parler alors. Donc la région Île-de-France, gendarmerie, a lancé une campagne de phishing sur l'ensemble des gendarmes de la région, proposant des places gratuites pour les Jeux Olympiques, c'est toujours l'attrait, parce que nos camarades vont être mobilisés cet été. Il y a 10% des gendarmes de la région Île-de-France qui ont cliqué sur le mail. Bon, tu commenteras. Il y en a quand même un certain nombre. Comme quoi on se fait piéger. Tout le monde peut se faire piéger. Je pourrais en raconter une autre avec une très grosse société de cybersécurité française qui a fait la même chose il y a peu de temps. Et même les hackers éthiques, qui sont donc les gens qui connaissent les mécanismes, ont cliqué dessus parce qu'il y avait quelque chose de gratuit à gagner. Donc, mot de passe, avec des gestionnaires de mots de passe, antivirus, ou son évolution, ce qu'on appelle un EDR aujourd'hui, peu importe. Anti-spam, on a des très bonnes solutions, et en plus j'aime bien faire la pub pour la boîte française qu'on a quand même. On a une boîte française qui fait ça très bien, qui est le deuxième anti-spam au monde derrière Google, donc c'est quand même bien, on a une très belle licorne, qui s'appelle Vadé, je parle de son nom, comme ça c'est fait. De la sauvegarde déconnectée. Pourquoi ? Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, le rôle des pirates, c'est de chiffrer vos données, et puis s'ils ont accès à la sauvegarde qui est toujours connectée, ils vont chiffrer la sauvegarde, et vous n'avez plus de droit de secours. Dommage. Donc une sauvegarde, et une fois que vous avez fait la sauvegarde, elle est déconnectée, quel que soit le mode de déconnexion. Pareil, vous avez vu la semaine dernière les attaques massives qui ont eu lieu par ce qu'on appelle du déni de service, donc c'est ce qui permet de mettre le serveur à plat, en lui envoyant des tas de requêtes, surtout énormément de sites web du gouvernement. Eh bien, il faut mettre aussi là un pare-feu qui, en plus, va faire du réseau privé virtuel, c'est-à-dire permettre aux gens de se connecter à distance, mais de manière complètement chiffrée et inaccessible, parce qu'on a beaucoup de télétravailleurs aujourd'hui. C'est un nouveau mode de travail maintenant. On fait du télétravail, on a des commerciaux sur la route. Voilà, on travaille en détaché, en ayant accès à nos données d'entreprise. Donc voilà quelques mesures. Je parlais de cyberassurance, ça me semble important là aussi. Le marché est un peu naissant, est en train de se chercher. Il existe de très bonnes cyberassurances. Je ne suis pas là pour faire la pub pour tel ou tel autre. Et puis un point qui me semble super important, c'est que, et je vais faire le test dans la salle, vous avez qui a un téléphone portable ou une tablette ? Tout le monde. Qui l'utilise pour son activité professionnelle ? Lire ses mails, etc. Très bien. Qui a un antivirus ou un anti-malware professionnel sur son téléphone ? Un doigt, 2, 3. Alors, un téléphone, ce n'est jamais ni plus ni moins qu'un ordinateur dans un format tout réduit qui fait aussi téléphone. Donc, vous protégez vos PC, vous protégez vos Mac, protégez vos téléphones et protégez vos tablettes parce que c'est des points d'accès pour les cybercriminels. Merci. Beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Quand on intervient comme ça sur des sessions de sensibilisation, on préconise 3 choses. La première, et on part du constat suivant, c'est pas est-ce que je vais être attaqué un jour, c'est quand. Maintenant, on est arrivé là. C'est un leitmotiv qu'on a dans le cyber, c'est ça va vous arriver un jour. Je travaille dans le cyber depuis quand même un certain temps, à titre personnel. Toutes mes données sont exposées sur le dark. Pourtant, je fais attention. Mais c'est un tiers
chez qui s'est fait attaquer, en l'occurrence le département de la Seine-Maritime, au travers d'un de ses acteurs, qui s'est fait attaquer. Il y a une vulnérabilité, les données ont été extraites, et voilà. Alors il y a un site qui s'appelle Yes We Pwn, ou I Have Pwn. I've been pwned, c'est est-ce que j'ai été attaqué, est-ce que mes données ont été exposées sur le dark. Donc ça c'est très facile, on récupère des bases et en général ce sont des gens qui les publient aussi, ce qu'on appelle les hackers éthiques, qui publient ce qu'ils trouvent un petit peu sur le dark pour dire aux gens votre adresse email a été exposée, il faudrait peut-être changer le mot de passe. Ça permet aussi de savoir. La première des choses que l'on préconise pour un chef d'entreprise, c'est connaître son système d'information. Il doit gérer une multitude de risques. Le risque cyber n'est qu'un risque parmi tant d'autres. Il doit définir là où il est, effet majeur, et là où, s'il est attaqué sur ce point-là, son activité professionnelle est en danger. Combien de temps il peut le tenir. Voilà, c'est assez simple. À la suite de ça, il doit prendre en compte toute la sensibilisation qui doit être faite. Il y a tous les outils que cybermalveillance.gouv.fr dispose, sur lesquels on travaille. On travaille tous ensemble là-dessus. Simplement que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui donne qu'une seule vision des choses plutôt que 10 personnes qui donnent 10 visions différentes. Il faut que, et c'est pour ça que la France est structurée au travers d'un CIMA pour donner un seul discours sur la prévention, principalement. Sensibiliser, prévenir, savoir où est-ce qu'on en est, et puis savoir réagir. Je vous ai dit, quand ça arrive, l'attaque, ça peut être très, 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 très compliqué. Et que tous vos collaborateurs, pour les chefs d'entreprise, soient bien conscients de ça et de leur rôle à faire. Une gestion de crise, c'est pas très compliqué. Vous savez le faire. Quand vous avez un marché ou un problème électrique dans une entreprise, vous savez réagir. Vous savez réagir quand il y a le feu. C'est une obligation, en plus. La cyber, c'est un peu votre survie, quelque part, que vous jouez et quand vous avez identifié. Exemple type, si, par exemple, quelqu'un qui produit et qui usine des produits très, très, très spécifiques, mais qui a un peu de stock, mais qui ne peut pas écouler son stock, c'est quoi sa vulnérabilité principale? Est-ce que c'est sa gestion de stock ou sa production? C'est des questions qu'on doit se poser calmement, posément, et après vous faites votre plan d'action, vous mettez en place ces choses comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vous disais que tout le monde est susceptible d'être concerné, il y a ce qu'on appelle communément dans les rançongiciels la chasse au gros. Ça veut dire l'hôpital de Corbeil-Essonnes, Thales, Air France, où on va demander des dizaines de millions d'euros en bitcoin. En général, ça se finit avec 100 000 au final de la négo, quoi. On commence à 10 millions, on finit à 100 000. Certains le payent. Mais il y a aussi tous les petites PME, TPE qui sont concernées, qui, elles, n'ont pas vu anticiper la manœuvre et qui se retrouvent en difficulté sur une attaque cyber. On va leur réclamer quoi? 5, 10 000 euros 10 000 euros, des fois, ça représente 15 jours à un mois de chiffre d'affaires. Je vais le payer parce que c'est plus simple que je le paye et puis qu'il me file la clé de décryptage et puis je vais continuer. Non, c'est faux. Il y a une devise dans le commerce qu'on m'a appris, c'est un client satisfait est un client qui revient. Donc ils vont revenir. Merci. Et je vais rajouter on va prendre du temps. Je vais juste rajouter un petit mot sur ce qu'a dit Jean-François, c'est extrêmement important et c'est vrai que c'est un défendeur de ça et moi aussi. On parle beaucoup de sensibilisation, c'est notre job. On s'aperçoit pour autant, et c'est pas que c'est dommage, mais c'est juste un constat, quand on fait de la sensibilisation aux employés, ça c'est important. Sensibilisation aux chefs d'entreprise, on s'aperçoit, et c'est pas moi qui le dis uniquement, mais on en a déjà discuté, on a discuté avec les agents de l'ANSSI, on a tellement ce message de sensibilisation, et maintenant je parlerai plutôt d'acculturation plutôt que de sensibilisation d'ailleurs, parce que ça doit rentrer vraiment dans notre culture numérique. Mais quand on fait de la sensibilisation des chefs d'entreprise, je le fais souvent dans des groupes de chefs d'entreprise, pour la CPME, les locales, etc., on voit que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. J'ai eu le cas avec une fédération affiliée à la CPME,
qui était très intéressé de mettre en place un plan de sécurisation des entreprises de cette fédé, et qui au bout de 6 mois n'avait toujours rien fait. Puis quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, ben oui, mais tu comprends, là, la crise de l'énergie, la crise des matériaux, vous voyez un peu le secteur dont je parle, on verra ça plus tard. Ben non, on verra pas ça plus tard. Pourquoi? Parce que là, je vais aller dans le sens de Jean-François. Prenez l'Observatoire de France Assureur, la Fédération française de l'assurance. Et vous savez comme moi, hein, les assureurs ne sont pas des philanthropes. Eh bien, depuis au moins 3-4 ans, et sur les 4-5 ans, sur leurs projections, le risque cyber est le risque numéro 1 qui pèse sur les entreprises, loin devant tous les autres risques, catastrophes naturelles, changement climatique, tout ce que vous voulez. On a vu apparaître le risque cyber également dans les 10 premiers risques mondiaux au niveau des réunions de nos grosses têtes pensantes, hein, il y a très peu de temps, le G8 entre autres. C'est assez nouveau. Donc, premier risque technologique, c'est le risque cyber. Donc, non, c'est pas un risque comme un autre. C'est le premier qui pèse sur l'entreprise aujourd'hui par rapport à tout le reste. Donc ça, c'est important. Et pour revenir à ce que tu disais, effectivement, un exercice de gestion de crise est super important. Alors, il existe des fiches très bien faites chez Cybermalveillance Gouv.fr qu'on a mis nous aussi à disposition de nos adhérents. Vous avez les mesures principales, on va dire, que faire en cas d'attaque. Pouf, 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 on réfléchit pas, on déroule le scénario. Mais il faut l'avoir testé avant et puis il faut avoir mis les solutions. C'est ce qu'on fait, en tout cas dans mon entreprise, dans d'autres sociétés. Est-ce que j'ai une adresse mail de secours pour pouvoir communiquer? Est-ce que j'ai créé une cellule de crise? Comment je préviens mes employés? Comment je préviens mes sous-traitants? Mes donneurs d'ordre? Est-ce que j'ai une procédure pour prévenir la CNIL si les données à caractère personnel ont été touchées? J'ai prévenu ma cyberassurance? Est-ce que j'ai fait un dépôt de plainte auprès de gendarmerie ou police, peu importe la région? Et tout ça, ça doit être préparé et doit être revu. D'ailleurs, de plus en plus, dans les cyberassurances, aujourd'hui, on vous impose de faire cet exercice 1 à 2 fois par an pour s'assurer justement qu'en cas d'attaque réussie, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les 10 principales mesures vont vous protéger de 80% des attaques, mais peut-être pas de toutes, et puis elles sont évolutives, et les cybercriminels sont très très créatifs, je peux vous le garantir, eh bien au moins, vous avez votre plan de secours, vous le déroulez, et vous minimisez l'impact, vous êtes beaucoup plus résilient. Et ça, c'est super important. Je fais un parallèle parce que je suis aussi secouriste réanimateur, j'ai été sur pas mal d'accidents. Je peux vous dire que quand il y a un accident se passe, même si les gens ont été faire une formation, c'est en mode panique, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a une voiture qui brûle, etc. Quand la maison brûle, il ne faut plus se poser de questions, il faut dérouler son scénario. Et puis on l'a exécuté, et puis on le fait de manière automatisée. Merci à tous les trois pour ces éclairages. Il nous reste 10 minutes et on avait promis en effet qu'on prendrait les questions du public. Sachez que sur le portail Mes questions d'entrepreneurs, il y a une rubrique qui s'appelle Gérer son système d'information et vous retrouverez toutes ces fiches dont on vous a parlé aujourd'hui. Je crois qu'on avait une question. Oui, vous avez un micro dans votre accoudoir, monsieur. Et on a des questions également à distance. Alors, si le système est si pourri que ça, pourquoi on n'en change pas? Alors, quel système, monsieur? Le système d'information que l'on a. Donc, moi, j'ai affaire de temps en temps à des... J'ai créé un CRM, donc j'ai fait créer un CRM pour ma société qui m'a été proposé pour un montant très conséquent dans un premier temps. Et finalement, c'est la 3e année que ça a été mis en place. Ça ne fonctionne toujours pas. Il y a toujours des patchs à rajouter. Et je suis arrivé à quasiment 3 fois le prix qui était le prix initial. Alors, est-ce qu'il y a moyen donc d'éliminer ce système qui ne fonctionne pas? La preuve, il y a de la malveillance partout. Et avoir un système propre. Un système propre, vous imaginez les interactions entre tout le monde. Je peux être connecté avec 15 environnements, rien qu'à titre personnel, mon téléphone portable, mon Ubiquiti, enfin c'est notre ordinateur portable professionnel, personnel, une tablette. Il y a l'Internet, il y a l'intranet, il y a tous ces systèmes-là. Si maintenant on veut tout remettre à plat, je pense qu'il faudrait vraiment un blackout total pendant plusieurs années pour reconstruire tout ça, un système d'information, y compris mondial, parce que ça, c'est du flux de données en permanence. Et toutes ces données permettent de faire fonctionner d'autres choses. Et un blackout mondial, vous imaginez, c'est impensable. C'est impensable.
Je vais reprendre, je vais revenir sur votre exemple, c'est très intéressant. Vous avez fait faire du développement sur mesure de votre CRM. Aujourd'hui, les codes sont extrêmement complexes. Je défends personne, hein, mais les codes sont extrêmement complexes. Malheureusement, on ne peut pas se prémunir de tout. Si aujourd'hui vous avez des mises à jour quasi quotidiennes sur votre téléphone, c'est parce qu'on a changé aussi de mode de développement, on fait ce qu'on appelle du développement rapide. En gros, on veut satisfaire les utilisateurs, on pousse des fonctionnalités, puis on corrigera les bugs après. Ça, c'est les nouveaux modes de développement. Sur les modes anciens, je ne vais pas revenir sur les méthodes de développement, mais on était sur des cycles de tests de logiciels avec des méthodologies bien éprouvées, et on sortait une version majeure tous les ans. Malheureusement, je ne connais pas de logiciel où il n'y a pas de bug, hein, à part le code Hello World, bonjour, bon, voilà, c'est tout. Mais il y a toujours des failles de sécurité. Alors des failles de sécurité aussi bien côté de votre logiciel, des failles de sécurité côté système d'exploitation, Windows ou iOS, macOS, peu importe, et des failles côté matériel. Il y en a encore une qui vient d'être découverte pas plus tard que cette semaine, qui s'apparente à une qu'on avait entendu parler, alors c'est pour les spécialistes, hein, qui s'appelait Spectre and Meltdown, qui est fondamentalement dans le silicium du processeur. Et ça touche tous les processeurs, AMD, Intel, etc. Ça a été découvert la semaine dernière. Donc vous avez toute une pile qui part du matériel avec le système d'exploitation, avec votre propre logiciel à vous. Comment vous pouvez imaginer, sur la complexité de tout ça, vous pouvez boucher tous les trous de sécurité? C'est juste impossible. Raison pour laquelle, dans une des 10 mesures qu'on évoquait tout à l'heure, quand il y a une mise à jour qui arrive, que ce soit votre logiciel, votre système d'exploitation, peu importe, vous la faites. Moi, c'est mon boulot du week-end. Comme disait Jean-François, j'ai, je sais pas, une dizaine d'ordinateurs à la maison, celle de ma femme, machin, mes tablettes, mes téléphones. Mon boulot du samedi, c'est je fais toutes les mises à jour. Je passe mon temps à ça. Parce que la majorité des mises à jour aujourd'hui, ce sont des failles de sécurité qui sont corrigées. La dernière version iOS 17. Je sais pas combien là sur les tablettes, ça date d'il y a une semaine, parce qu'il y a une faille qui a été découverte. Je vais quand même revenir sur le cycle des... j'ai essayé d'être rapide. Parce que c'est super important cette histoire de mise à jour. Laurent ne me dira pas le contraire. Pour faire simple, aujourd'hui, vous avez des cybercriminels très pointus qui trouvent une faille de sécurité, matériel, logiciel, peu importe. Ils commencent à l'exploiter. Au bout de, allez, dans le meilleur des cas, 15 jours, un mois, un chercheur en sécurité d'une des sociétés dont vous utilisez le logiciel découvre que cette faille est exploitée. Il fait le lanceur d'alerte. Il dit attention, il y a une faille de sécurité, il faut la corriger. Elle est envoyée d'abord au gouvernement, généralement, notamment au gouvernement américain, et ensuite elle est publiée auprès de l'éditeur, qui lui-même va mettre entre, allez, pour les meilleurs, 1 semaine, pour les pires, 1 an, à corriger la faille et à trouver un correctif. Et ensuite, derrière, vous avez entre 1 semaine pour les meilleurs et jamais pour les plus mauvais, pour mettre en place ce correctif. Donc vous imaginez que pour les cybercriminels, ils ont une porte ouverte qui est juste phénoménale. Donc, dès qu'il y a une mise à jour qui vous est proposée, et notamment sur les environnements Windows, parce qu'avant c'était 1 fois par mois, ce qu'on appelait le Patch Tuesday, maintenant c'est plus régulier. Il y a une mise à jour, vous la mettez en place. Vous ne vous posez pas de questions. C'est un trou de sécurité qui va être bouché. Merci. On va prendre une autre question. Monsieur Cotet. Oui, bonjour. Michel Cotet, directeur général de la CIAJ, mais aussi je suis membre du bureau d'une organisation professionnelle représentant les intérêts des chocolatiers et confiseurs en France. Et ma question, c'était la facture électronique, c'est un rempart ou est-ce que c'est un boulevard? Et ma deuxième question, est-ce que les organisations professionnelles pourraient être vecteurs, alors de bonnes pratiques certes, mais aussi de mutualisation de certains services? Vous avez parlé de RSSI. Est-ce qu'il y a intérêt à mutualiser les RSSI qu'une entreprise ne pourrait pas se payer? Merci. Alors, concernant la mutualisation des RSSI, oui. Les DPO, c'est les référents pour la protection des données, qui est une obligation de la CNIL, pour ceux qui ne le savent pas. On le préconise pour les petites structures, ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Parce que c'est un vrai métier. C'est quelque chose qui est... Pourquoi pas? Alors, moi, j'interviens auprès des associations professionnelles parce que je trouve que c'est un très bon vecteur de sensibilisation. Pourquoi je n'interviens pas directement dans des sociétés ou quoi que ce soit? Déjà, parce que pas mon job, mais en revanche, d'intervenir auprès d'associations professionnelles, je touche le dirigeant. C'est celui qui a les cordons de la bourse. C'est celui qui a envie d'investir quelque part. Alors non pas parce que j'ai des noms de sociétés à caser derrière, j'en connais, mais je ne les donnerai pas. Je sais qu'il y en a qui sont très bien, d'autres beaucoup moins bien. Ça, c'est le choix commercial qu'aura à faire. En revanche, je peux dire, voilà, sur tel point, il faut faire attention.
Et le dirigeant et le chef d'entreprise, je le touche, et lui, c'est le décideur. C'est lui qui va dire au bout d'un moment, il va falloir que j'investisse dans ma cybersécurité. Les organisations professionnelles sont des vecteurs pour nous. On travaille par exemple avec l'ordre des avocats, on travaille beaucoup avec le milieu de la santé également, parce qu'il y a eu pas mal de... J'ai fait une conférence auprès du SRA Grand Est, c'est le service régional d'action Grand Est, avec l'ensemble des acteurs de la santé, y compris des EHPAD, parce qu'on va jusque-là, des directeurs des EHPAD, qui étaient victimes de flux de rançongiciel pas si longtemps. Bref, la Cour des comptes, les conseillers économiques et sociaux, bref, avec les CCI, on a un programme là-dessus, de partenariat avec les CCI pour travailler dans les territoires. Pourquoi je parle des territoires? Parce que moi, je ne peux pas me déplacer partout, je ne peux pas être partout. J'ai une petite équipe derrière moi. La tâche, elle est immense et on va s'appuyer sur nos référents dans les territoires, des gendarmes qui sont aussi bien formés. Et effectivement, oui, je vous rejoins, les RSSI mutualisés, ça permet, notamment pour un secteur d'activité qui est bien déterminé, qui utilise des process, je parle toujours de process, et des outils qui sont communs à tout le monde, de vérifier que tout ça, c'est bien à jour, bien encastré, et conseiller les gens sur ce qu'il y a à faire. Je confirme, de notre point de vue, on intervient quand même... Sur 2023, on est intervenu à près de 40% au profit des chefs d'entreprise ou d'organisations professionnelles ou patronales. On se rend bien compte que la fragilité, c'est quand on est isolé, tout seul, et je pense que le défi il est collectif, et je pense que seule une réponse collective, qui peut inclure la mutualisation d'infrastructures, de moyens, de services, à l'expertise vérifiée, de qualité, bien entendu, est vraiment fait partie des clés de solution, effectivement. Je vais rajouter un dernier point, parce j'ai oublié de vous parler d'un point quand j'ai répondu à votre question, monsieur, puisqu'on parlait de réglementation européenne. Il y a une nouvelle réglementation, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent, j'ai parlé de Nice 2 tout à l'heure, il y en a une autre qui s'appelle le Cyber Resilient Act, CRA, qui va imposer, parce qu'elle n'est pas finalisée, à tous les constructeurs et éditeurs matériels logiciels en Europe d'avoir un niveau minimum certifié de cybersécurité dans leurs produits, et ce, jusqu'à 5 ans après la fin de vie du produit. C'est une nouvelle réglementation européenne qui va toujours dans le sens d'améliorer la cybersécurité de toutes les entreprises. Parce que bien évidemment, beaucoup d'entre nous, TPE, PME, on s'appuie sur des logiciels du marché, on n'a pas des capacités de développement. Donc il faut qu'on puisse, nous, s'assurer qu'on s'appuie sur des logiciels ou du matériel qui a lui-même été validé et certifié au travers de cette directive européenne. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les RSSI partagés, on voit apparaître de plus en plus ce nouveau métier de RSSI à temps partagé, comme à l'époque on a commencé avec des directeurs informatiques à temps partagé. Une des sociétés pour laquelle je travaille, c'est le genre de service qu'on fournit. Je ne suis pas là pour vendre ma sauce, mais ça arrive. Pareil, côté logiciel, on s'est aperçu, notamment quand on a des solutions de type anti-malware, ce qu'on appelait antivirus avant, c'est bien de bloquer les attaques, c'est encore mieux de les analyser. Et généralement, on n'avait pas la capacité d'être derrière un écran de contrôle pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, analyser l'attaque, qu'elle est réussie ou pas, pour mettre les mesures correctrices. De plus en plus d'éditeurs, là aussi je ne vais pas donner de nom, mettent en place ce qu'on appelle des SOC partagés, c'est Security Operations Center, les centres d'opération de sécurité, donc qui vérifient les contrôles, et qui permettent sur des TPE-PME, au niveau central, je pense notamment à une boîte finlandaise qui fait ça. Vous avez acheté le logiciel, vous avez des ingénieurs 24/7 qui surveillent vos systèmes, qui réagissent aux remontées d'informations et d'alertes, qui ont compris que là, pour la petite entreprise, il y avait besoin d'avoir de mutualisation d'ingénieurs de sécurité qui surveillaient les différentes entreprises parce que peut-être votre prestataire n'avait pas cette capacité 24/7. Et je terminerai sur un dernier point, parce que c'est la façon dont nous on travaille, enfin en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je suis, ou que j'ai créé. On travaille en collaboration avec des prestataires classiques. C'est-à-dire, dit autrement, vous avez sûrement un prestataire informatique qui fait ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, faire en sorte que ça tourne. Eh bien, il est tout à fait possible, au travers notamment des professionnels référencés, d'avoir une autre société qui, lui, ne s'occupe que du maintien en condition de sécurité. C'est complètement compatible. Un s'occupe de l'opérationnel, ça fonctionne. L'autre s'occupe de faire en sorte que ce qui est opérationnel est sécurisé. Et donc, même si votre prestataire n'a pas la compétence ou la capacité de le faire, vous pouvez trouver des sociétés qui, eux, vont ne faire que ça. Et ils ne se tirent pas dessus, parce que c'est deux métiers différents.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Vous accepteriez une toute dernière question ? Oui, allez-y, je vous en prie. Je suis désolé. On a beaucoup parlé. Merci pour les interventions. On a parlé de la préparation des chefs d'entreprise. Moi, je dirais, j'ai une entreprise qui s'appelle Grand Frais Épicerie, et j'ai eu le 4 à la suite, d'accord. Donc fraude au président, fraude au RIB, les mails envoyés à tous les fournisseurs en leur demandant d'envoyer de la marchandise, usurpation d'identité via mes comptes WhatsApp et Google, enfin le hat-trick. Et vous mentionnez tout à l'heure l'importance pour les chefs d'entreprise d'aller porter plainte. J'ai été porté plainte, ça fait maintenant plus d'1 an. Et ça a continué, ça continue. Mes fournisseurs continuent à recevoir des mails. Ma chef comptable se fait encore appeler toutes les semaines pour l'informer qu'elle a des virements à faire. Quand j'appelle, quand je me fais cambrioler ma maison, la police vient, les gendarmes ou la police viennent chez moi constater. Là, ça fait plus d'1 an qu'avec mon directeur juridique, on a porté plainte. Non seulement j'ai pas de retour, il se passe rien, et en plus, ça continue. Quel est le protocole, quelle est la procédure une fois qu'une plainte est déposée? Comment est-ce qu'un juge fonctionne? Comment est-ce que les services de police ou de gendarmerie peuvent nous accompagner, et quelles sont vos obligations à vous vis-à-vis de ce type de plainte déposée? Alors, premièrement, le code procédure pénale oblige au bout d'un moment, et dans votre cas, ça fait quand même, si ça fait 1 an, vous pouvez tout à fait écrire au procureur de la République demandant où en est le dossier. Et en général, quand le procureur de la République écrit après au service d'enquête pour leur demander où est le dossier, je sais pas, vous allez peut-être avoir une petite accélération. Voilà, je vous dis ça comme ça, hein. Mais en général, ça se passe un petit peu comme ça. Après, ce sont des enquêtes qui sont longues. J'expliquais juste une chose. On a du cyberdélinquant à l'heure actuelle isolé. Donc ceux-là, on arrive assez vite à les trouver par collaboration, par rebond. Mais on a aussi beaucoup de groupes criminels organisés. Tellement plus facile d'aller gagner de l'argent sur le cyberespace qui n'est pas forcément maîtrisé par tout le monde. Nous, nos enquêteurs, on a un objectif à 1000 cyber-enquêteurs à former dans 3 ans, à peine. Mais il faut les former. Il faut les former parce que nos capacités. On en a la moitié. On en est à ça. Même si, tiens, je vais revenir sur la campagne de phishing qu'on a subie. Enfin, qu'on a subie. On est à 5% de taux de réponse sur la campagne de phishing qui a été faite par la région de gendarmerie d'Île-de-France sur proposition, tiens, vous voulez avoir des billets pour les JO, cliquez sur le lien. Voilà. On est à 5%. Une entreprise, en moyenne, c'est aux alentours de 15-20%. Voilà, de ce genre de campagne. Mais ce qui permet aussi de réagir. Dans votre cas de présent, la principale chose que nous, on préconise d'entrée de jeu, c'est l'alerte. C'est pas le dépôt de plainte. Moi, le dépôt de plainte, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'alerte. Quand on a quelque chose à faire sur un faux vie qui se déclenche, faux ordre virement, la fraude au président, ça nous permet, nous, de récupérer les comptes, d'engager une action en lien avec le magistrat, de dire, là, les comptes, ils sont en train d'être, l'argent est en train d'être transféré. On fait appel à nos contacts, Banque de France, les banques, tout ça se met en branle de telle manière à ce que l'on puisse éviter que l'argent s'exfiltre dans un autre pays. Parce qu'effectivement, on est confronté à cette délinquance qui est internationale et complexe à aller chercher. À l'heure actuelle, sans mentir, beaucoup de cyberdélinquants ont trouvé un terrain d'accueil dans un autre pays beaucoup plus à l'est, grande démocratie, qui vient d'élire son président à 87%. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'ils sont politiquement proches du pouvoir, c'est qu'on ne peut pas aller les chercher à l'heure actuelle. Il n'y a pas cette coopération, et ils le savent très bien. Et puis le gouvernement local sait aussi très bien que tant qu'ils ennuient les Occidentaux, voilà, c'est bien pour moi. Et c'est un petit peu pour ça. Mais ça n'empêche que il y a environ 3 semaines de ça, la gendarmerie s'est déplacée en Ukraine pour aller chercher un cyberdélinquant recherché depuis plus d'1 an. Un jour, on a été faire l'ami du petit déjeuner, c'est-à-dire on arrive à 6h du matin, bon, pas avec les cafés croissants, hein, ça, on n'est pas très doué là-dessus, au Canada, chercher une personne qui faisait partie du groupe Lockbit.
Mais tout ça, ça met du temps. Ça met du temps. Quand on démonte une plateforme de blanchiment de rançongiciel, ça nécessite des technicités très particulières. En l'occurrence, c'était Bizdato. Bizdato est une plateforme qui permettait de récupérer l'argent en crypto-monnaie pour la transformer en monnaie, en blanchiment d'argent et en monnaie sonnante et trébuchante. Sauf qu'au bout d'un moment, nous, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir accès à ça et on est remonté sur la source de cette plateforme. Bon, un matin, on a fermé la plateforme, on a récupéré l'argent, 26 millions d'euros. La petite histoire derrière, c'est que sur cette histoire de Bizdato, l'administrateur du serveur disait à tout le monde, on se fait attaquer, on se fait attaquer. On a été quand même obligé de lui envoyer un mail en lui disant non, vous ne faites pas attaquer. C'est la gendarmerie française qui est venue récupérer de l'argent, illégalement acquis. Voilà. Mais ça prend du temps, ça prend des techniques particulières. On tape sur des crypto-monnaies, on tape sur des gens qui sont quand même assez habiles et qui sont inventifs au fil de l'eau. Vous voyez, on court un peu après, on arrive à les rattraper, et parfois dans des cas comme ça, ça dépend aussi de la coopération internationale. Il y a des pays qui sont plus enclins à faire de la fraude au président. En revanche, là où vous recevez encore des campagnes de mail, c'est que vos données ont été exposées au bout d'un moment quelque part. Le fait de continuer à voir ce genre de choses, c'est vos données ont été exposées. Donc il faut voir après comment, dans le détail, comment arrêter l'hémorragie sur ce sujet. Je complète parce qu'effectivement, votre remarque est intéressante, ça continue. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus numérique, ça a été évoqué au niveau de cette table ronde, et on est bien d'accord, on est tombé sur des attaques qui sont clairement animées par des motifs crapuleux. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Du fait de la démocratisation également de certains outils graphiques, d'accès, etc., ça ne cessera plus. Je pense que ça ne cessera plus. Donc aujourd'hui, on doit vivre avec. On doit mettre en place un certain nombre de process, de mesures et de points de vigilance pour éviter effectivement de se faire avoir. Mais je pense qu'effectivement, par rapport à ce numérique qui nous entoure de plus en plus, quelles que soient nos activités, et les attaquants l'ont bien compris, ils vont continuer. Donc on peut faire tomber un réseau, 2 réseaux, 3 réseaux. Il y a aussi des domaines comme malheureusement dans certains cas celui des réseaux de stupéfiants. On va couper la tête à un réseau de réseaux, il y en a 2 qui les remplacent. Enfin, voilà, on est vraiment là aujourd'hui sur je pense à une période pivot en termes de cyberattaque, mais également de cyber-résilience, qui fait qu'on se doit aujourd'hui d'appliquer des bonnes pratiques et d'anticiper ce type d'attaque. Je vais rajouter un dernier point et après je m'arrête pour rebondir sur ce que dit Jean-François. Effectivement, dans ces fameux pays démocratiques, c'est un gentleman agreement. Vous faites votre petit business cybercriminel, on vous protège. En revanche, quand on a besoin de vous, ce qui est le cas, vous faites allégeance au pays, vous nous donnez un coup de main avec votre technicité. Et donc c'est très difficile à casser. Pour revenir à ce que vous disiez, et c'est un point qui est important aussi parce que je l'ai beaucoup vécu et ça sera peut-être le mot de la fin pour le coup, mais ça sera une très bonne réflexion pour vous. Notre ancien patron, le général Marc Boget, disait « Ensemble, on est plus fort ». Et effectivement, on a une cybercriminalité organisée. Il faut que nous, en réponse, on s'organise et on soit solidaires. Et déposer plainte, par exemple, ou lancer l'alerte, ça va peut-être pas vous aider, mais ça va aider les autres. Et ça, c'est un point qui est important. Et je vais vous poser une réflexion, et je vous laisserai avec ça, parce que j'ai pas la réponse. J'ai été confronté de nombreuses fois, au travers de mes entreprises, à des chefs d'entreprise qui s'étaient fait poutrer, comme on dit dans le langage, ils se sont fait attaquer, défoncer, peu importe le terme. Et là, le choix se pose. Je remets en état mes systèmes le plus rapidement possible pour pas avoir de perte d'activité ou perte de production, peu importe. Ou est-ce que je laisse la chose en plan, parce que avec la vision gendarmerie, un cybercrime, c'est un crime. Donc c'est une scène de crime. Donc la bonne pratique normalement, c'est on débranche les ordinateurs pour éviter autant que faire se peut une propagation, si tant est qu'on puisse le faire, parce que les rançongiciels aujourd'hui, les plus rapides sont capables de chiffrer 50 gigas de données en 5 minutes. Je débranche les systèmes, j'arrache pas les câbles, parce qu'après il faut recabler, et je laisse les systèmes tourner, parce que la preuve est peut-être dedans, et pour les forces de l'ordre, c'est hyper important. Vous arrêtez les ordinateurs, vous paumez la preuve. Maintenant, pour un chef d'entreprise de TPE et PME, je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que je fais ?
Je me fiche de la preuve, je ne participe pas à la défense collective, je remets mon système d'exploitation, enfin en tout cas mon outil de travail en marche, ou j'attends que les forces de l'ordre arrivent, récupèrent la preuve avant de leur mettre en marche. Ben, j'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a. Mais juste pour ajouter, on intervient si vous nous alertez, vous êtes victime d'une attaque, on interviendra de manière corrélée avec l'entreprise de remédiation. Il n'est pas question qu'on tue une entreprise, économiquement parlant, en intervenant trop tard. Voilà, la capacité de remédiation, on va travailler avec. On a plein d'exemples comme ça où quand on a eu l'alerte au bon niveau, au bon moment, on s'est coordonné pour que notre action, la réponse que la gendarmerie a pu donner, la récupération de la preuve, n'entache pas la capacité de remédiation de la société. Et quand vous parlez d'alerte, à chaque fois, c'est un signalement sur le site cybermalveillance, c'est ça? Quand vous parlez d'alerte depuis tout à l'heure. Pour nous, c'est le 17. Nous, vous appelez une brigade de gendarmerie, vous leur dites ça. Après, on a toute une chaîne qui monte jusqu'à l'expert qui est au niveau des départements et qui est capable de se déplacer et d'aller prendre en compte ce qui se passe. Je me permets de préciser, vous avez raison de le dire, la plateforme en tant que telle, Cybermalveillance Gouvernement, n'est pas une plateforme de signalement. C'est une espèce de grosse gare de triage par le biais de laquelle vous allez pouvoir être mis en relation avec un service ou un représentant des forces de sécurité intérieure de manière adaptée, à l'image aujourd'hui de la brigade numérique de la gendarmerie nationale ou d'info-escroquerie. Et effectivement, là, vous allez pouvoir rentrer dans un processus de déclaration et d'aide, éventuellement, de déclenchement d'une enquête judiciaire. Merci à tous les trois, parce que je crois que c'était riche et c'était dense. Merci à vous pour votre écoute. J'espère qu'en effet, ces différents témoignages vous aideront à vous prémunir contre le risque cyber et puis que vous avez les bons réflexes maintenant à adopter en cas de cyberattaque. Merci pour votre écoute pour les personnes qui sont à distance. Je vous invite, ceux qui sont en présentiel, à venir partager un cocktail déjeunatoire avec nous. Rendez-vous cet après-midi à 14h30 pour 2 nouvelles tables rondes, plutôt destinées au grand public, une sur le coût économique des arnaques, et puis on reviendra aussi sur des cas concrets d'arnaques qui touchent les particuliers. Merci à tous. Merci à vous.